Imaginez-vous adossé contre un réservoir de carburant en fonçant au combat dans un véhicule tellement inconfortable qu'on dirait que Satan lui-même l'a conçu. Ajoutez à cela 40 obus pour le canon principal rangé juste à côté. Et un blindage si mince que pratiquement n'importe quoi de plus puissant qu'une cartouche de fusil peut le traverser. Ce n'étaient là que quelques-uns des problèmes qui attendaient ceux qui avaient la malchance de se retrouver à l'intérieur d'un BMP. Alors aujourd'hui, on vous explique comment on en est arrivé là. Après la Seconde Guerre mondiale, l'infanterie mécanisée soviétique avait un problème. Deux problèmes, en réalité. Ces soldats censés suivre les chars partaient au combat en camion, ce qui signifiait qu'ils étaient totalement exposés aux tirs ennemis. Et un problème encore plus grave, la sécurité des soldats n'ayant jamais vraiment été une priorité absolue de toute façon, c'est que les camions ne pouvaient pas suivre les chars sur terrain accidenté, faute de chenilles. La première tentative de correction fut le BTR, un 5.2 apparu en 1950. BTR, soit dit en passant, signifie en russe « transporteur blindé » et BMP signifie « véhicule de combat d'infanterie ». Pratiquement l'équivalent des désignations occidentales VTT, véhicule de transport de troupes, et VCI, véhicule de combat d'infanterie, mais vous en saurez plus à ce sujet pour que ce soit clair pour ceux qui ne le savaient pas et éviter toute confusion. Le BTR 152 était essentiellement une coque blindée boulonnée sur un châssis de camion. Il offrait une certaine protection, mais restait un véhicule à roues tentant de suivre des chars à chenilles sur terrain difficile. Et il n'y était vraiment pas très doué. Puis en 1957, ils développèrent le BTR 5.0, cette fois à chenilles, construit sur le châssis du char léger PT-76. La mobilité tout-terrain s'améliora, mais les premières versions étaient à ciel ouvert. Les soldats devaient escalader les flancs pour en sortir, et la seule arme embarquée était une mitrailleuse. Un toit fut finalement ajouté, mais les autres problèmes demeurèrent. Puis en 1960 arriva le BTR 6.0, un véhicule à 8 roues motrices. Et celui-là résumait parfaitement le problème auquel se heurtaient les planificateurs soviétiques. Tous ces véhicules faisaient la même chose. C'était ce qu'on appelle un taxi de combat. On amène l'infanterie à proximité du front, les soldats débarquent et le véhicule recule. Dans une guerre conventionnelle, ça peut fonctionner, mais les soviétiques ne se préparaient pas à une guerre conventionnelle. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que débute vraiment toute l'histoire du BMP. L'OTAN avait son propre problème en Europe centrale. Elle était en infériorité numérique. Les soviétiques avaient plus de chars, plus d'artillerie, plus d'infanterie. Et la réponse de l'OTAN à cela fut les armes nucléaires tactiques pour rééquilibrer les forces. Les soviétiques le savaient et s'attendaient pleinement à ce que toute future guerre en Europe implique des frappes nucléaires généralisées des deux côtés. Et si c'est votre hypothèse de départ, tout change dans la façon de déplacer l'infanterie. Parce que si vous êtes un soldat debout à découvert sur un terrain irradié, exposé aux agents chimiques et aux effets de souffle, vous n'allez pas tenir longtemps. Un taxi de combat qui vous dépose et repart ne résout plus votre problème. Parce que désormais vous devez rester à l'intérieur. Cette hypothèse nucléaire créa donc 3 exigences pour un nouveau véhicule, et rien de ce que les soviétiques possédaient à l'époque ne pouvait en satisfaire une seule correctement. Premièrement, l'infanterie avait besoin d'un véhicule hermétiquement fermé, sous pression avec filtration NBC, pour pouvoir survivre et opérer sur un terrain contaminé. Deuxièmement, les armes nucléaires rendaient suicidaire le regroupement de grandes formations, car on ne fait alors que donner à l'ennemi une cible commode. Il fallait se disperser sur de larges fronts. Mais en se dispersant, on dilue sa puissance de feu. La solution était donc de donner à une simple escouade ses propres moyens d'appui organique, quelque chose de plus puissant qu'une simple mitrailleuse, capable même de détruire des chars et des fortifications si nécessaire. Et troisièmement, l'infanterie devait pouvoir combattre depuis l'intérieur du véhicule sans jamais ouvrir une trappe. Voilà l'ironie. Au moment où le BMP entra effectivement en service, tout ce scénario de champ de bataille nucléaire était déjà en train de devenir moins probable. Mais le véhicule avait été conçu en fonction de lui de toute façon, et ses choix de conception allaient hanter pendant des décennies ces malchanceux équipages et les soldats embarqués. Pour remplir cette exigence de protection nucléaire, il fallait des meurtrières pour que les soldats puissent tirer depuis l'intérieur sans rompre l'étanchéité. On voulait aussi un blindage arrêtant les armes légères et de préférence les tirs de canon automatiques de 20 mm sur l'arc frontal, plus une capacité amphibie parce que les soviétiques en étaient obsédés depuis leurs expériences de franchissement de cours d'eau pendant la Seconde Guerre mondiale. On voulait ensuite de la place pour 7 à 10 soldats en plus de l'équipage du véhicule, et il fallait que tout ça soit bon marché et simple. Ce qu'il décrivait était en réalité une nouvelle catégorie de matériel militaire, quelque chose qui combinait un VTT et un char léger en un seul engin. Plusieurs projets concoururent, et le vainqueur fut finalement l'objet 765, qui allait bientôt devenir le BM-1.
Et c'était le seul projet qui parvint à satisfaire pratiquement toutes les exigences simultanément. La clé était la disposition du moteur à l'avant. En plaçant le moteur à l'avant droit de la coque avec le conducteur à l'avant gauche, on libérait toute la partie arrière pour un compartiment de troupes avec 2 portes de sortie à l'arrière. L'infanterie pouvait débarquer rapidement par l'arrière avec une certaine protection. Directement derrière le conducteur, également à gauche, se trouvait le chef de véhicule, ces deux-là étaient donc pratiquement en tandem. Le tireur s'installait seul dans la tourelle unipersonnelle. Et derrière la tourelle, on avait le compartiment de troupes pour 8 fantassins. 8 gars sur 2 banquettes rembourrées courant le long du centre du véhicule, dos à dos et regardant vers l'extérieur en direction des parois de la coque. Et entre ces 2 rangées de banquettes, servant de dossier partagé, se trouvait le réservoir de carburant principal. 330 litres de carburant, plus les batteries et équipements électriques du véhicule, là, au beau milieu du compartiment d'infanterie. C'est ce contre quoi vous appuyez votre dos. Qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner, n'est-ce pas? Du carburant supplémentaire était stocké à l'intérieur des portes de sortie arrière creuses. Le raisonnement était que dans le type d'offensive à grande échelle en Europe que les soviétiques planifiaient, les impacts à l'arrière étaient statistiquement peu probables. Mais la réalité du combat en Afghanistan, au Moyen-Orient et en Tchétchénie ne suivit pas les statistiques, comme vous allez l'entendre. Les instructions permanentes stipulaient de vider les réservoirs des portes arrière en zone de combat et de les remplir de sable. Mais c'était rarement fait en pratique. Chaque soldat regardait vers l'extérieur en direction de la paroi latérale de la coque pour pouvoir utiliser ses armes par ses meurtrières. L'idée était que les soldats pouvaient fixer des extracteurs de fumée spéciaux et des déflecteurs de douille à leurs AKM ou AK-74, glisser l'arme dans une meurtrière à rotule dans la paroi de la coque et tirer depuis l'intérieur tout en restant complètement protégé par le blindage. Un joint en caoutchouc autour de chaque orifice maintenait l'étanchéité NBC. Chaque meurtrière disposait d'un bloc de vision périscopique au-dessus pour voir ce qu'on visait, et un tuyau avec un déflecteur fixé à chaque arme pour évacuer les gaz et empêcher les douilles chaudes de toucher le camarade d'à côté. Il y avait 4 meurtrières de chaque côté, et une dans la porte arrière gauche, 9 au total, plus 4 grandes trappes en forme de dé dans le toit pour que les soldats puissent se redresser et tirer des RPG. L'armement principal était le canon lisse de 73 mm Grom qui tirait des grenades à assistance roquette, choisi parce qu'il pouvait théoriquement détruire n'importe quel véhicule blindé OTAN de l'époque. Théoriquement est le mot-clé ici, parce qu'il n'avait pas de stabilisateur, ce qui signifiait qu'un tir précis en mouvement était impossible, et la précision se dégradait terriblement au-delà d'environ 500 mètres. Il disposait d'un chargeur automatique avec 40 obus pour le canon principal, rangé bien proprement à l'intérieur du compartiment équipage et juste devant le réservoir de carburant contre lequel l'infanterie appuyait le dos. Un scénario parfait en cas d'envoi de ce véhicule dans quelque chose comme, je ne sais pas, une guerre. Sur le canon était fixé un missile anti-char guidé A3 Sager sur rail. L'opérateur devait guider physiquement le missile vers la cible avec un joystick tout en le suivant visuellement pendant tout son vol. Faire ça dans une minuscule tourelle unipersonnelle sous stress de combat était aussi pratique qu'on peut l'imaginer. Et pour recharger le missile, il fallait ouvrir une petite trappe dans le toit de la tourelle, ce qui rompait l'étanchéité NBC autour de laquelle tout le véhicule avait été conçu. La théorie derrière tout cela était solide. En pratique, c'était pratiquement inutile. Par-dessus tout, le compartiment était si exigu que viser efficacement à travers les blocs de vision était extrêmement difficile. Alors ce qui finit rapidement par se passer dans la réalité était prévisible. Les BMP étaient utilisés comme de simples taxis de troupes, le même rôle que les VTT qu'ils étaient censés remplacer, la capacité amphibie étant pratiquement la seule véritable amélioration, mais désormais dans un véhicule bien plus coûteux et complexe. Le BMP avait un profil très bas, à peine moins de 2 mètres, ce qui est excellent pour éviter les coups, mais terrible pour les gens à l'intérieur. On réduisit donc la capacité de troupes de 8 à 6 soldats la plupart du temps. Il fut initialement déployé en nombre limité, réservé uniquement aux unités censées affronter l'OTAN en Europe occidentale. Tout le monde d'autre conservait ses BTR à roues. Parlons du blindage, la coque du BM-1 est soudée de plaques d'acier blindé laminées. Contrairement à une idée reçue courante, ce n'est pas de l'aluminium. L'épaisseur frontale maximale est d'environ 33 mm avec une forte inclinaison. Les flancs font entre 14 et 10 à 9 mm et la tourelle 23 mm sur l'arc frontal à 60 degrés. Il arrête les projectiles perforants de calibre 12, 7 mm. Les flancs et l'arrière ne protègent que contre les armes légères et les éclats d'obus. Et c'était un compromis délibéré. Le véhicule devait pouvoir nager, propulsé par ses chenilles à environ 8 km/h. Il fallait maintenir le poids aux alentours de 13 tonnes et atteindre 65 km/h sur route pour suivre les formations blindées. Il fallait sacrifier quelque chose, et ce fut la protection.
Cependant, quand le BM-1 fut présenté pour la première fois au monde lors d'un défilé sur la place Rouge à Moscou, l'Occident en fut quelque peu soufflé. À l'époque, les armées de l'OTAN utilisaient des VTT comme le MAN 113 et le FV432 comme transport d'infanterie standard, et rien de comparable à un BMP ou un véhicule de combat d'infanterie n'existait côté occidental, ce qui déclencha directement un programme occidental accéléré qui allait produire le Marder allemand, le Bradley M2 américain et le Warrior britannique. Quant à la production totale du BMP-1, elle atteignit environ 40 000 unités, tous fabricants confondus, faisant de lui le véhicule de combat d'infanterie le plus produit de l'histoire. Il fut exporté vers environ 50 pays, couvrant le pacte de Varsovie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Le premier vrai combat du BM-1 survint en octobre 1973, quand l'Égypte et la Syrie attaquèrent Israël. L'Égypte n'avait reçu sa première livraison de seulement 80 BM-1 que 2 mois avant le début de la guerre, et dans un premier temps, les deux armées firent l'éloge du véhicule. La vitesse, la maniabilité, la faible pression au sol, tout fonctionnait comme prévu. Les BMP égyptiens naviguèrent dans les marais salants du nord du Sinaï, où les chars se seraient enlisés. La capacité amphibie s'avéra utile lors de la traversée du canal de Suez, et les missiles anti-chars contribuèrent aux lourdes pertes infligées aux blindés israéliens dans les premiers jours de la guerre. Mais les problèmes apparurent rapidement. Le canon n'était efficace que dans un rayon d'environ 500 mètres. Les obus étaient à basse vélocité et à assistance roquette et déviaient de leur trajectoire dans n'importe quel vent de côté. L'absence de stabilisateur rendait un tir précis en mouvement impossible. Le blindage latéral et arrière s'avéra vulnérable aux tirs de mitrailleuses israéliennes de calibre 12, 7 mm, et la chaleur du désert créa un autre problème, car sans climatisation, les températures à l'intérieur devinrent rapidement insupportables. Les équipages gardaient les trappes du toit ouvertes même au combat, ce qui les exposait évidemment aux tirs de mitrailleuses et aux effets d'éclat. Des équipes techniques soviétiques se rendirent en Syrie après la guerre pour recueillir des données de combat, et ce qu'elles trouvèrent lança le programme de modernisation du BMP. Dès 1974, le développement du BMP-2 était déjà en cours. Le BMP-2 apporta quelques améliorations significatives. La plus importante était la nouvelle tourelle biplace, qui déplaça le chef de véhicule hors de la coque pour le placer à côté du tireur. Cela résolut le problème du BM-1 où le chef de véhicule et le conducteur siégeaient en tandem, ce qui signifiait qu'une seule mine pouvait, et tuait souvent, les deux d'un coup. Le nouveau canon automatique de 30 mm pouvait s'élever jusqu'à plus 74 degrés, ce qui était extrêmement important pour la guerre en montagne, comme vous allez l'entendre. Il disposait d'une double alimentation pour basculer rapidement entre munitions hautement explosives et perforantes, et il était stabilisé pour un tir précis en mouvement. Le système anti-char fut également modernisé avec le AT-5 Concur, mais ce que le BMP-2 n'avait pas corrigé s'avéra tout aussi important. Ils conservèrent la même coque et le même châssis de base avec tous les défauts mentionnés précédemment. Puis vint la guerre en Afghanistan, et les premiers véritables cauchemars pour les équipages de BMP allaient être révélés au grand jour. L'armée soviétique entra en Afghanistan en décembre 1979, équipée presque entièrement de BM-1, tandis que le BMP-2 n'existait encore qu'à l'état de prototype. Et pendant 9 ans de guérilla en montagne, chaque compromis de conception du véhicule fut mis à nu. Les soldats russes inventèrent une nouvelle signification pour le sigle BMP, Bratskaya Mogilka Pekoti, ce qui se traduit littéralement par tombeau fraternel de l'infanterie. Ça ne laisse pas entrevoir une expérience particulièrement agréable. La vulnérabilité au RPG était catastrophique, avec 95% des impacts traversant le blindage quel que soit l'endroit touché. Et pratiquement tout impact de RPG détruisait le véhicule entier et tuait tous ceux à l'intérieur. Si vous vous souvenez de la façon dont le carburant et les munitions étaient stockés à l'intérieur, vous comprendrez que le jet de charge creuse perçait le blindage et ne pouvait pratiquement pas manquer le réservoir à l'intérieur. Quelques secondes après un impact, le carburant s'enflammait en premier, puis les munitions suivaient. Et le tout, avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur, était projeté en l'air. Le taux de mise hors de combat sans destruction totale pour les BMP était si bas parce qu'ils allaient très probablement être complètement détruits, sans possibilité de réparation, et presque personne n'avait la moindre chance de s'extraire à temps. Ajoutez à cela les plaques inférieures fortement inclinées qui dévient les mines à tiges inclinables le long de la partie inférieure jusqu'à ce qu'elles se trouvent directement sous le châssis avant de se déclencher. Les conducteurs en Afghanistan commencèrent à placer des sacs de sable, des gilets de protection balistique et des plaques d'acier sous leurs sièges comme protection improvisée contre la menace des engins explosifs improvisés. Le canon était inutile dans les montagnes avec une élévation limitée à
15 degrés, ne lui permettant tout simplement pas d'engager les positions moudjahidines sur les crêtes au-dessus des vallées que les convois soviétiques traversaient. Les équipages improvisèrent autant qu'ils purent, montant des canons anti-aériens à la place des tourelles et utilisant les véhicules anti-aériens ZSU 2-3 Shilka reconvertis pour la suppression au sol. À ce stade, la production du BMP-2 passa à plein régime et ils furent précipités en Afghanistan pour mettre fin au massacre des BMP-1. Les troupes saluèrent tout particulièrement le canon automatique de 30 mm du BMP-2 et ses angles d'élévation élevés qui leur permirent enfin de riposter contre des cibles en hauteur. Et c'est là que commença quelque chose qui allait définir les opérations BMP pour les 4 décennies suivantes. La conduite en extérieur. L'infanterie choisit de voyager sur la coque plutôt qu'à l'intérieur du véhicule. Parce qu'un impact de RPG ou d'engin explosif improvisé quand on est à l'intérieur signifiait une mort quasi certaine, tandis que voyager à l'extérieur donnait au moins une chance d'être projeté loin de l'explosion. Les pertes soviétiques totales en Afghanistan dépassèrent 1300 véhicules blindés de tout type, avec environ 14 000 militaires tués au total. Puis Tempête du désert en 1991 offrit peut être la comparaison de philosophie de conception la plus directe entre les pensées occidentales et orientales. Le Bradley M2 américain, développé directement en réponse au BMP-1, se retrouvait maintenant face au véhicule qu'il avait été conçu pour vaincre. L'écart technologique était néanmoins dévastateur. Les viseurs thermiques du Bradley identifiaient les cibles au-delà de 3000 mètres dans l'obscurité, à travers les tempêtes de sable et la fumée. Les optiques des BMP-1 irakiens étaient efficaces jusqu'à environ 900 mètres en utilisant l'infrarouge actif, ce qui révélait la position du BMP à quiconque disposait de détecteurs thermiques. Les Bradley engageaient les BMP irakiens avant même que les Irakiens sachent qu'ils étaient là. Les BMP dans leurs positions enterrées étaient détruits méthodiquement. Une étude russe allait plus tard démontrer que l'obus perforant à sabot décalé de 25 mm du Bradley offrait 2 fois la capacité de pénétration du projectile de 30 mm du BMP-2. Le BMP-3 était censé être la réponse définitive de la Russie, intégrant toutes les leçons apprises à la dure. Et sa lignée de conception remonte cette fois à un char léger qui ne fut jamais construit. L'objet 685 était un char léger amphibie armé d'un canon de 100 mm, destiné à remplacer le PT-76 vieillissant. Quand ce programme fut annulé, le châssis fut réutilisé pour un BMP de nouvelle génération construit autour d'un système d'armement entièrement nouveau combinant un canon lance-missile de 100 mm, un canon automatique de 30 mm et une mitrailleuse coaxiale PKT dans un seul montage de tourelle. Ce fut le BMP-3, sans doute le véhicule de combat d'infanterie le plus lourdement armé jamais mis en service. Le canon de 100 mm pouvait tirer aussi bien des obus hautement explosifs à fragmentation que des missiles anti-chars guidés par faisceaux laser. Mais le BMP-3 arriva au pire moment possible. À peine 250 véhicules furent produits avant l'effondrement de l'Union soviétique. La production continua sous la Fédération de Russie, mais la production totale n'atteignit qu'environ 2000 unités, contre les dizaines de milliers de BMP-1 et BMP-2. Et si vous pensez que le BMP-3 résolut enfin toutes les horreurs pour ceux qui voyageaient à l'intérieur, eh bien, détrompez-vous, ça ne fit qu'empirer les choses. En raison de son ascendance de char léger, le moteur était placé à l'arrière, ce qui signifiait que l'infanterie devait passer par 2 passages étroits en tunnel au-dessus du compartiment moteur pour sortir et sauter depuis presque 1 mètre de hauteur jusqu'au sol. Les munitions étaient toujours stockées de la même façon à l'intérieur du compartiment équipage. La coque et la tourelle étaient en alliage d'aluminium avec des plaques d'acier soudées sur les zones critiques. Et quand l'aluminium est touché par des charges creuses, il brûle et fond à l'intérieur du compartiment équipage, encore pire que l'acier. Le carburant était stocké à l'avant de la coque, et un seul impact bien placé se dressait entre l'équipage et l'au-delà. La guerre russo-ukrainienne, qui est maintenant à sa 3e année, a produit des pertes de BMP à une échelle industrielle sans précédent. Les pertes totales de véhicules blindés russes avoisinent les 14 000 unités, et les BMP de tout type en représentent une part majeure. Les drones FPV kamikazes sont devenus les principaux destructeurs de blindés, et les BMP n'en vont pas mieux. La pratique de voyager sur le toit se poursuit plus de 4 décennies après ses débuts en Afghanistan. On voit des improvisations comme des compartiments de troupes extérieures soudés sur les coques de BMP, essentiellement de grandes boîtes de fortune montées sur le toit, parce que les soldats refusent de voyager dans le compartiment de troupes. Le Kurganets 2.5 était censé tout régler, un BMP de nouvelle génération de 25 tonnes qui répondait à chaque leçon que la Russie aurait dû retenir. Mais la production en série ne s'est jamais concrétisée. Ils ont finalement décidé d'enterrer tout le programme et à la place de moderniser les BMP-2 existants au standard BMP de monsieur. Ainsi,
Après des décennies d'équipage qui brûlent à l'intérieur de ces véhicules, il n'y a pratiquement aucune solution en vue.